Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo sur le cours de terminale scientifique à propos des plantes domestiquées. Nous sommes toujours dans le thème 2, enjeux planétaires et contemporains. Nous allons voir comment l'homme a sélectionné puis amélioré les plantes cultivées pour ses besoins et comment l'homme agit sur le génome de ces plantes cultivées. Pour commencer, nous allons voir les sélections employées par l'homme pour l'amélioration des plantes cultivées. Cela aura permis de passer des espèces sauvages aux espèces cultivées. À travers l'exemple du blé, nous allons voir que cette domestication des plantes a eu un impact sur l'émergence des civilisations, comme ici, au niveau du croissant fertile. Cela correspond, il y a environ 10 000 ans, à un épisode climatique de sécheresse et de refroidissement. Cela a abouti à l'arrêt progressif du mode de vie chasseur-cueilleur et a entraîné la domestication de certaines plantes, ce qui a permis la création des premiers stocks alimentaires et des premières communautés villageoises. En effet, sans le savoir, les premiers agriculteurs ont effectué une sélection qui a abouti à l'amélioration des plantes cultivées. Nous allons voir comment ces premiers agriculteurs ont progressivement façonné certaines espèces végétales pour répondre à leurs attentes. Notre étude portera donc sur le blé, dont les espèces sauvages appelées engrain et amidonnier se retrouvent ici en rouge et en bleu sur la carte, non loin de la zone d'émergence des blés cultivés en vert des 7000 ans avant Jésus-Christ. On a retrouvé des grains de blé en offrande dans des sépultures antiques, comme ici en Égypte, et on a pu remarquer que la structure des blés antiques avait des points communs avec les blés sauvages, mais aussi avec les blés actuels. Les grains sont regroupés en épis et recouvert de glumes et glumelles ici, et vous voyez l'aspect des différents types de blé. Pour autant, des différences apparaissent aussi, notamment le nombre de grains par épi, la taille et la forme de l'épi, ou encore la taille des grains, ce qui est montré par le graphique ici, où les grains représentés en rouge correspondent à des grains antérieurs à la domestication. Vous voyez que leur taille oscille entre 1,5 et 2 mm en épaisseur et 2 mm en largeur. Pour les grains bleus, c'est un peu plus haut, entre 2,5 et 3 mm en largeur et 2,5 mm en épaisseur. On observe donc une augmentation de la taille des grains liée à cette domestication et on comprend que les agriculteurs ont sélectionné au sein des espèces sauvages les spécimens qui possédaient naturellement des caractères intéressants. Alors, comment les plantes cultivées peuvent être différentes des plantes sauvages? C'est ce que nous allons voir dans le grand B, les bases génétiques de la domestication. Pour l'exemple du blé, toujours, on connaît deux espèces sauvages, notamment l'engrain, ici, dont la formule chromosomique est 2n égale 14, et les gilopes, dont la formule est la même. Normalement, méiose et fécondation devraient donner une hybridation, si elle est possible, qui donne une espèce ici à 2n égale 14, c'est-à-dire que chaque espèce initiale divise son stock chromosomique, c'est l'haploïdie, et on retrouverait ici une diploïdie avec 2n égale 14. Vous voyez que ça n'est pas le cas, on a association des deux génomes en intégralité, on passe de 2 fois 2n égale 14 à 2n égale 28. Pour chaque paire, la paire numéro 1 ici, on a l'association du génome A et du génome B, c'est une polyploïdie. Pour arriver au karyotype du blé tendre, celui qui donnera la farine pour le pain et les pâtisseries notamment, il faut encore une autre hybridation anormale. On part ici d'un autre égilope, cette fois-ci rugueux, dont le karyotype est noté D, lui aussi a 7 paires de chromosomes. Il se trouve que cet égilope s'est croisé avec notre amidonnier de tout à l'heure, avec ses deux stocks chromosomiques. Ceci donne un ensemble ici de 3 génomes ensemble. Pour chaque paire, on a donc 2 chromosomes A, 2 chromosomes B, 2 chromosomes D, c'est-à-dire 6 chromosomes. C'est une polyploïdie ou hexaploïdie. Il se trouve que les espèces polyploïdes sont nombreuses dans les plantes que l'on consomme, car la polyploïdie a pour effet secondaire un gigantisme, c'est-à-dire une augmentation de la taille, notamment des fruits. On comprend donc comment, sans connaître ce phénomène, les agriculteurs l'ont sélectionné. Nous avons parlé de polyploïdie que nous avons déjà vu, notamment une cellule standard, comme ici, est diploïde. Elle a 2 chromosomes par paire. Lors de la méiose, ce nombre est divisé par 2, le gamète devient haploïde, comme ici. Cela permet d'associer ces deux demi-génomes lors de la fécondation et de retrouver la diploïdie initiale. C'est ce qui aurait dû se passer pour le blé, mais il y a eu un doublement des chromosomes et la nouvelle espèce, l'amidonnier, se retrouve avec 4 chromosomes par paire, c'est une tétraploïdie, puis ensuite encore plus 6 chromosomes par paire pour le dernier blé étudié.
Pour résumer, on observe que les caryotypes du blé ont tous un nombre de chromosomes multiples de 7. Celui-ci était donc 7 uniquement paires pour l'engrain et les gilopes au départ. Ce multiple est présent 2 fois chez l'aminonier où il y a donc les caryotypes A et B associés. On a donc 4 chromosomes par paire. Cette fois-ci, chez le blé tendre, on a 6 chromosomes par paire avec le rajout ici en vert du caryotype de l'égilope. On se retrouve avec 2N égale 42 pour le blé qui donnera le pain, les pâtes et les pizzas. On remarque aussi que cette domestication a sélectionné certaines mutations, notamment l'allèle Q représenté ici. Être homozygote, c'est-à-dire avoir 2 fois le même allèle Q majuscule, comme pour le blé tendre, confère un épi court et solide avec des grains nus, ce qui facilite la récolte. On comprend que cette raison ait poussé les agriculteurs à consommer ces grains pour les planter l'année d'après et donc à les sélectionner. C'est exactement comme cela que la sélection s'effectue. Lorsqu'un agriculteur trie des grains pour leur qualité, cela avantage la présence de ces caractères sur les générations suivantes. Nous avons vu 2 exemples de caractères sélectionnés, la facilité de récolte avec la présence de l'allèle Q majuscule, ou encore ici, la taille des grains. Lorsque ce phénomène est répété sur de nombreuses générations, on arrive à des variétés de plus en plus adaptées aux besoins ou aux désirs des agriculteurs. Sur ce graphique, on voit que les grains de blé étaient entre 350 et 450 mg. Ceux replantés étaient plus gros, ils augmentent donc la taille entre 550 et 650 mg l'année d'après. Ceci est modélisé ici. Si une population hétérogène ici, on trie plutôt les points foncés, même si quelques-uns plus clairs ont réussi à se glisser dans le tri, et bien l'année suivante, on a des points beaucoup plus foncés en majorité. Nous avons vu en TD un dernier exemple, la gluténine, qui est une protéine de réserve présente dans le gluten. Ses propriétés lui permettent de donner la consistance et l'élasticité de la pâte, notamment pour le pain, les pizzas et la pâtisserie. Les gènes de la famille multigénique de la gluténine, abrégé GLU, sont présents chez les génomes A, B et D. Plus il y a de copies de ce gène, plus le gluten est présent dans la farine. Or, on voit grâce à la comparaison avec le logiciel Anagène que ces gènes sont assez conservés dans les 3 génomes, ils ont au minimum 72% d'identité. Les protéines qu'ils permettent de produire peuvent donc avoir des propriétés identiques. Comme le gluten permet l'élasticité des pâtes, réalisée avec le blé tendre, on comprend là aussi l'intérêt que l'homme a eu de sélectionner les blés qui avaient ces 3 génomes et donc une quantité plus élevée de gluten. L'ensemble de ces documents nous permet de comprendre que la sélection artificielle des agriculteurs a permis de faire varier les espèces sauvages cultivées et de les faire évoluer en avantageant les spécimens qui possédaient un intérêt pour l'homme. Nous allons voir maintenant comment la sélection des variétés a abouti à de nouvelles espèces. En effet, à force de sélectionner, les espèces cultivées ne ressemblent plus à leurs espèces sauvages. Prenons le cas du maïs ici, la théosinte ou espèce sauvage a un nombre de grains restreint enfermés dans une coque plutôt rigide, alors que pour les maïs actuels, les grains sont tendres et ils sont très nombreux. On observe aussi qu'en fonction de l'emplacement de la culture, sûrement lié à des conditions climatiques différentes ou à des goûts différents, les variétés dérivent les unes des autres. L'aire des répartitions de la théosinte est uniquement le Mexique ici, mais le maïs, même pour ses variétés anciennes, se retrouve cultivé dans toutes les populations amérindiennes, depuis le nord jusqu'au sud de l'Amérique. Autre exemple flagrant de la transformation d'une espèce sauvage en fonction des endroits, la famille du chou. Tous les choux connus proviennent de cette plante sauvage, ici, qui s'est déclinée en espèces différentes, comme le chou de Bruxelles, le chou vert, le chou-fleur ou le brocoli, en fonction du développement de certaines pièces, soit les bourgeons latéraux, les bourgeons terminaux, les tiges, les fleurs ou uniquement les fleurs. Cela s'est fait en fonction de leur aire de répartition, de l'endroit et toujours des conditions de culture, voire des goûts des agriculteurs. Tout cela nous montre que la domestication a transformé les plantes cultivées en fonction des caractères d'intérêt, et cela même sans connaissance génétique de la part des agriculteurs. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment les techniques plus modernes ont permis des changements plus profonds au sein de ces espèces cultivées.